Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité sur Foyo Média. La menace mise en avant depuis plusieurs mois a finalement été exécutée par le Mali. Après des mois d'avertissement à l'encontre de la France et de ses partenaires européens, les autorités maliennes ont annoncé dans un communiqué qu'elles mettaient fin aux accords de défense avec Paris. Un symbole de relations tendues entre Bamako et ses anciens partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Dans le communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga évoque des atteintes flagrantes de la France présentes militairement sur le sol malien depuis 2013 à la souveraineté nationale. L'attitude unilatérale de la France a également été critiquée à travers le communiqué, notamment en ce qui concerne la suspension en juin 2021 des opérations conjointes entre les armées françaises et maliennes ou encore le retrait des forces Barkhane et Takuba survenu en février 2022 et ceci sans aucune consultation de la partie malienne. Que vous inspire cette décision des autorités maliennes? Pour l'heure, Paris dénonce une décision, je cite, injustifiée. Rupture de la coopération militaire entre Paris et Bamako. Pourquoi Barkhane et Takuba refusent de partir du Mali? C'est la question que l'on se pose ce soir et avec vous, certainement, vous nous apporterez des éléments, des réponses d'où que vous soyez puisque nous émettons sur plusieurs plateformes et vous nous recevez partout chez vous dans le monde entier. C'est tout à votre honneur. Vous êtes bien sûr Foyo Média, Foyo Télévision, Foyo Radio et bien sûr Foyo sur YouTube, Foyo sur Facebook, notre live. Pour aborder ce sujet ce soir, notre consultant permanent est avec nous et avec lui en duplex de Bamako, Issa Diawara, qu'on retrouvera le moment venu. Eh bien, pour l'heure, accueillons notre cher consultant permanent. Bonsoir Jonathan Batengeni. Bonsoir Bachir, bonsoir à tous les téléspectateurs, les téléauditeurs et à tous ceux qui sont actuellement dans les réseaux sociaux scotchés à cette magnifique émission. Les internautes. Ils sont nombreux en tout cas, sur toutes les plateformes. Bonsoir à tous les techniciens qui veillent à ce que la retransmission de cette émission se passe dans de bonnes conditions. La direction générale qui supervise cette émission également, les autorités du Cameroun, ainsi particulièrement qu'aux forces de défense et de sécurité qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Notre cher et beau pays qui accueille donc Foyo Média et aujourd'hui on accueille le Mali. On accueille le Mali en parlant de sa coopération militaire avec la France. Qu'est-ce qui se passe réellement? Paris avait annoncé son départ et à l'époque, Bamako, par la voix du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, avait dénoncé un abandon en plein vol. Finalement, on se dirigeait progressivement vers cette rupture qui est désormais, si on le veut, actée du point de vue malien. Alors, avant de revenir vers vous, très cher Jonathan Batengeni, allons planter le décor avec notamment la lecture du communiqué des autorités maliennes lu à la télévision nationale, le RTM. La décentralisation porte-parole du gouvernement vient de nous rejoindre dans ce studio. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un communiqué du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 029 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé les 3 et 7 juin 2021, sans consulter au préalable le Mali, de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, les FAMA, et de mettre fin à l'opération Barkhane. En outre,
Le 17 février 2022, la France a annoncé, encore sans aucune consultation de la partie malienne, le retrait des forces Barkhane et Takuba. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien opérées par des aéronefs militaires français, malgré l'instauration d'une zone aérienne d'interdiction temporaire par les autorités militaires maliennes. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense au lieu d'envoyer ces amendements, et cela plus de 2 mois après l'envoi par le Mali de ces amendements depuis le mois de décembre 2021. Eu égard à ces insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, conformément aux dispositions de son article 26, alinéa 4, ainsi libellé. Je cite: chaque partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet 6 mois après réception de la notification par l'autre partie. Fin de citation. Je confirme, ici et maintenant, que la dénonciation a été notifiée en bonne et due forme cet après-midi aux autorités françaises. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, dont les articles pertinents prévoient les modalités de dénonciation d'un accord. Lorsque celles-ci ne sont pas déterminées expressément, article 56, ou en cas de violation manifeste de l'accord par l'une des parties, permettant à l'autre partie de le dénoncer, article 60. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme à ses partenaires sa disposition à coopérer avec l'ensemble des États du monde, dans le respect mutuel. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 2 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci à donc nos confrères de l'ERTM pour cet élément qui plante le décor de notre émission ce soir. Eh bien, vous l'avez compris, nous parlons du Mali et le gouvernement a pondu ce communiqué pour dénoncer plusieurs violations flagrantes de son espace aérien, d'où la décision de mettre fin à la coopération militaire avec la France. Et accueillons notre cher Issa Diawara en duplex de Bamako. Bonsoir Issa. Alors, d'accord, le temps de mettre tout en place avec Issa Diawara. Jonathan Batenkene. Alors, on a écouté ce communiqué, lu à l'Office de radio et télévision malienne. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire, le fait de décider finalement de rompre la coopération avec la France? On dira enfin, un grand signal nous vient encore de Bamako. Enfin, ce jour qui était tant espéré, ce jour qui est tant attendu aussi pour d'autres nations, est arrivé pour le Mali. La fin des accords de défense avec la France. Ce chemin qui a été long, peut-être très long, depuis les années 60 jusqu'à 2022, le Mali a vécu sous le coup et le couperet de ces accords de dissuasion, de défense, dits de défense, qui étaient des accords qui permettaient à la France de continuer à outrepasser la souveraineté de l'État malien et à lui imposer des gouvernants qui n'étaient pas légitimes. Oui.
enfin, les Maliens ont coupé cette corde. Il s'agit d'une corde importante parce que une fois que la souveraineté militaire, sécuritaire est restaurée, une fois que le pays s'est coupé de ceux-là qui gangrénaient sa sécurité, eh bien, les Maliens peuvent se concentrer sur des éléments très importants et à sectionner les dernières artères de ce mal qui gangrène le Mali. Oui. Quand nous parlons des dernières artères, nous étions ici avant-hier à parler, de la crypto-monnaie. Oui, dans le cas centrafricain, bien sûr. Et de l'urgence de la rupture avec le franc CFA. Les Maliens ont effectivement posé un acte préalable qui les prépare au grand bond, parce qu'il ne s'agira plus simplement de sectionner une artère, mais ça sera le grand bond vers l'avant, la fin des accords monétaires avec la France. Oui. La sortie, et il faut prendre ce nom initial, du franc des colonies françaises d'Afrique. Ça sera la sortie du Mali de la véritable colonisation. Et je pense que les autorités pilotées par le président Assimi Goïta, Premier ministre Choguel Kokala Maïga et tous les ministres qui les accompagnent, mais aussi et surtout les leaders braves de la société civile malienne, le peuple courageux du Mali, le peuple qui a exprimé sa souveraineté en restant debout, uni derrière ses autorités, je pense que cette génération de Maliens pourra, le jour où ils vont battre leur monnaie, et que cela se fasse, nous le souhaitons, cette année, avec pour corollaire la sortie du franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, il faut que les Maliens réadoptent un jour de fête nationale, que ce soit ce jour la fête nationale. Parce que, effectivement, si 1960 a été l'année des indépendances pipées, 2022 pour le Mali semble sonner l'année d'une véritable indépendance. Le Mali est sur un chemin irréversible, nous le disions encore hier. Le Mali avance à grands pas. Maintenant, s'il faut commenter, le Mali a un adversaire, ou du moins a, pendant un moment, procédé à une passe d'armes avec la France. Oui. On avait un maître d'orchestre, le président Assimi Goïta, qui était resté comme une sorte de Mozart qui écrit le scénario. Et en face, on avait de piètres compositeurs dirigés par leur maître d'orchestre, Emmanuel Macron, qui lui n'avait pas la maîtrise ni du chant, ni des symboles de la musique. Et les chanteurs qui l'accompagnaient, le chœur qui l'accompagnait, répétait un son tout à fait inaudible, un son désagréable, une musique déshonorante pour la France. C'était le Premier ministre Jean Castex qui répondait à qui le président Assimi Goïta avait délégué pour la conduite du chœur national, du brillant chœur national malien, le gouvernement malien et la politique étrangère, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et c'est le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a joué le rôle de maître d'orchestre vaillant pendant cette période. Il a bien sûr laborieuse, il a bien sûr de manière brillante mis en déroute tout l'orchestre français, Macron, Le Drian, Castex, Parly. Chacun est venu se casser la figure sur le mur malien. Chacun nous a donné l'impression qu'il avait perdu les notions élémentaires en matière de diplomatie et de règles à respecter dans les relations internationales. C'est vrai que le langage avait
vraiment changé. On n'était plus trop dans le langage diplomatique. Monsieur Le Drian Oui, est venu une fois s'exprimer devant les médias. On a vu l'homme. Le discours était digne d'un patron de la pègre. Le discours avait perdu toute sa... Vous savez, il y a quand même une délicatesse que la langue française distille quand vous lisez les grands auteurs de l'histoire française, quand vous lisez les Dumas, vous avez l'impression que la langue française a été faite pour la poésie. Mais avec Le Drian, elle était devenue rugueuse dans le langage diplomatique, ce qui n'était déjà hors des usages diplomatiques. Le président Macron, quant à lui, il s'est illustré par l'usage de concepts qui relèvent plutôt du paternalisme que lui prétend combattre. La junte à Bamako, c'était ses concepts, des mots que lui seul il peut comprendre. Vous aviez Madame Parly qui, lors d'une interview, je crois à Dakar, nous a donné, et une brillante copanéliste, une Togolaise à qui je rends hommage, une panafricaniste convaincue, avait parlé en ce moment-là d'une dissonance cognitive. Parce que entre les gestes que Madame Parly exécutait et les mots qui sortaient de sa bouche, on avait l'impression qu'il y avait deux êtres qui s'exprimaient. L'un par la voix orale et l'autre par la voix gestuelle. Donc, Madame Parly avait perdu son sang-froid. Quand elle parlait de Bamako, on avait plus l'impression qu'elle était gênée. Mais cette fois-là, elle distillait des informations fausses. Vous avez M. Castex, qui lui, finalement, on a compris qu'il n'était pas un homme d'État. Oui. Parce que son discours ne ressemblait pas à celui d'un homme d'État. Et tous ces actes ont fait que la diplomatie française ne faisait pas le poids. Lorsqu'ils ont commencé à parler de la société Siwa Security, rebaptisée dans son nom de code OTAN Wagner, il faut préciser pour les auditeurs, les téléauditeurs et téléspectateurs, que Wagner est un compositeur allemand du siècle des siècles derniers, qui a brillé beaucoup dans la littérature allemande et dans la musique allemande, mais qui ne renvoie à rien comme société de défense en Russie. C'est le nom de code OTAN qui a été trouvé pour la société Siwa Security. Lorsqu'ils ont commencé à parler de cette société, dans la collaboration avec le Mali, la France nous avait dit, et c'était au mois d'août, vous vous souvenez Bachir, si Wagner met les pieds, si Siwa Security met les pieds au Mali, nous partons. Oui. Et quand les instructeurs russes sont arrivés, la France est restée. Voilà ce que l'histoire nous apprend. La France n'a même pas pu tenir parole face à un chantage, en situation de chantage. La France dit encore, si les Russes et si nous partons, les terroristes vont détruire le Mali. La France s'en va, les Maliens détruisent les bases militaires françaises. Et les bases militaires terroristes, et les Français s'en inquiètent. Et ils utilisent les médias, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, le colonel Maïga. Ils utilisent les médias, France 24 et RFI, pour leur faire de la mauvaise publicité, pour en fait calomnier, diaboliser, mais surtout présenter l'armée malienne comme étant incompétente. Voilà le travail que la France a réalisé. La France était censée apporter un appui aérien au Mali dans le cadre des accords de 2013 passés avec le président Boubacar Keïta. Oui. La France s'est retrouvée avec 4000 soldats en février 2013 sur le territoire malien, violant ainsi les accords. Vous avez suivi le colonel Maïga. Encore une leçon de diplomatie. Il convoque l'article 56 sur les conventions et traités de la Charte de Vienne. Vous voyez que des accords de Vienne, c'est encore là la manifestation que le Mali tient la chose par le bon bout. Et le Mali est en train de donner des leçons à tout l'establishment français qui s'est habitué à de la paresse, à du pillage, à de l'influence mafieuse, à des pratiques
de coups en dessous de la ceinture, tout ce qui en fait ne relève pas du monde de la diplomatie contemporaine. Les Maliens ont réussi là un coup de maître. Mais il faut saluer surtout le sang-froid du président Assimi Goïta, qui ne s'est pas laissé répandre dans un discours vindicatif. Il a laissé à Le Drian de jouer les Saddam Hussein modernes. Et vous savez ce qui était arrivé à l'Irak. Je ne veux pas croire que c'était un beau scénario, vu que c'était une injustice mondiale et c'est le moment de condamner ce qui s'y est passé. Mais ça renvoie quand même à l'échange des rôles qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, le Mali nous a fait un geste, nous a posé un acte salutaire. Le Mali a posé un acte historique. Je ne vous mens pas, Bachir. Avec cette information, ce soir, on peut déjà commencer à préparer le champagne. Alors, l'autre information, puisque vous parlez d'information ce soir, avant de préparer le champagne, peut-être il faut se préparer à la riposte, puisque Paris, justement, dénonce cette décision de Bamako, une décision qu'elle qualifie d'injustifiée, tout simplement. La dénonciation est le mode par excellence d'expression du mécontentement lorsqu'une décision est prise dans un pays du point de vue diplomatique. Mais Paris dit qu'il partira selon le calendrier qu'il s'est fixé. Oui, oui, c'est bien de Puisque le dire. Dans le communiqué du gouvernement malien, sur les 3 accords qui lient le pays, il y en a quand même un où on a dit c'est avec effet immédiat. La France peut décider de son timing. Mais c'est en France, justement. Quand la France a confisqué les biens du vice-président équato-guinéen Théodorin Obiangema, est-ce que la France a tenu le timing de la Guinée équatoriale? Non. La France dit ce qui l'arrange, c'est ses intérêts que la France défend. D'accord. Est-ce que cela ne reflète donc pas l'impuissance des pays africains, finalement, à ne pas pouvoir imposer leurs décisions? Alors, c'est dit, le Mali veut que Paris s'en aille, mais Paris dit, on partira quand nous aurons jugé nécessaire de partir. Ce n'est pas un problème, Bachir. Oui. L'ambassadeur de France a-t-il été déclaré persona non grata et expulsé du Mali? Aujourd'hui, je crois qu'il y a un chargé d'affaires de ce côté-là. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de rapport de force qui est engagée entre Bamako et Paris. Mais on sait bien ce que Bamako a engagé. Mais il y a quand même une grande différence, pour ne pas dire un gap, entre la diplomatie conventionnelle et la diplomatie militaire. Ici, les militaires disent, nous partirons selon le calendrier que nous nous sommes fixés. Ça va se faire progressivement, et contrairement à la volonté de Bamako. Bachir, oui. Les Français avaient l'habitude de survoler le ciel malien il y a peu de temps. Les Maliens ont commis un communiqué pour leur prévenir que bientôt, cette foire aux avions improvisés va s'arrêter. Oui, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une dizaine d'autres violations, puisque le ministre l'a également dit dans son communiqué. Le Mali a clairement dit à la France que si ça se répétait encore, il passerait à la riposte de manière légitime. C'est ça un pays souverain. Le Mali n'est pas un Alors, État... pour le commun des Africains qui nous suit, alors, je rappelle, vous pouvez réagir déjà à votre émission. Les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, c'est pour vous. Passez soit par Skype ou par WhatsApp. Vous pouvez nous appeler ou envoyer vos messages tout simplement de ce côté-là. On les lira, on passera ce que vous avez enregistré si vous avez plutôt opté pour l'option voicemail. Alors, nous poursuivons. Alors, pour nos téléspectateurs, quand vous dites... le Mali a donné des avertissements comme quoi la prochaine fois, il y aura des représailles. Est-ce que c'est une manière de nous dire qu'en d'autres termes, il peut y arriver que le Mali, je ne sais pas moi, tire sur un aéronef français? Le Mali, dans le cadre de la défense de sa souveraineté nationale, a le devoir de sécuriser son territoire. Le Mali est en train de se doter du matériel militaire. Le Mali a reçu un premier stock le 17 avril dernier. Il n'est pas exclu que le Mali reçoive entre-temps encore du matériel.
sophistiqués. Les radars de dernière génération y sont Bamako en déjà. reçoit presque tout le temps ces derniers, depuis le début de sa coopération avec la Russie. Peut-être encore là, Bachir. Alors, je vous reviens. Nous entrons dans une autre phase. Permettez, je vous reviens. Notre deuxième invité est Diawara Issa du côté de Bamako. Et donc là, la technique nous permet d'aller saluer sa présence. Bonsoir Issa Diawara. Bonsoir à vous, M. Bachir. Bonsoir à mon frère qui est au plateau. Jonathan. Et bonsoir à tous ceux qui suivent For You Media. Alors, merci de nous faire l'honneur. Alors, je rappelle qu'on l'appelle Général Issa Diawara, puisqu'il est activiste panafricain, mais sous une autre casquette, analyste politique. Issa Diawara, vous êtes à Bamako, au Mali. Vous êtes l'un des pionniers des différentes manifestations qui ont finalement abouti à ce gouvernement. Merci déjà de nous faire l'honneur. Alors, aujourd'hui, nous apprenons, comme toute la conscience africaine et mondiale, que Bamako a décidé de rompre sa coopération militaire avec la France, mais visiblement, ni Barkhane, ni Takuba ne veulent partir, si l'on en croit la dernière sortie des autorités françaises qui estiment qu'il s'agit ici tout simplement d'une décision illégitime, si on peut le dire ainsi. Ok, bonsoir. Comprenez une fois de plus, ce n'est pas une surprise du côté de Bamako ici. Nous, on savait que la France allait dire comme ça, en tout cas la majorité des Maliens, des jeunes avec qui j'ai discuté. Vous savez, il n'est pas... Comprenez que même les médias mainstream, les médias français reconnaissent au moins qu'il y a un sentiment anti-politique française au Mali. Ça, c'est dit sur les médias français. Donc, ils savent que ce n'est pas de la manipulation, que la politique française est vomi par le peuple malien et à travers le Mali par le peuple africain. Comment la France peut permettre de perdre un terrain d'expérimentation, par exemple? N'oubliez pas que la guerre que la France a créée au Mali répond à plusieurs besoins. D'abord, il y a un besoin pour l'expérimentation des armes françaises. N'oubliez pas que l'avion de combat français, qu'on appelle Rafale, n'avait jamais trouvé preneur, n'avait jamais été acheté par un autre pays. C'est à la suite des opérations, en tout cas de cette intervention française en 2013, que Rafale a été acheté par-ci, par-là. Et ensuite, comment la France peut se permettre de perdre les ressources, les réserves des ressources au Mali? Puisque dans beaucoup de pays, les ressources sont exploitées. Mais au Mali, pour le moment, à part l'or, beaucoup de ressources naturelles ne sont pas exploitées. Ni le gaz, ni le pétrole, ni l'immense réserve d'eau naturelle qui se trouve sous le Sahara du côté du Mali. Donc, aucune de ces ressources n'est exploitée, même l'uranium. L'uranium, l'arriva l'exploite du côté du Niger. Mais du côté du Mali, l'uranium n'est pas encore exploité. Donc, c'est d'immenses réserves. Comment la France a du mal à accepter de perdre une telle manne de ressources. Autre difficulté pour la France et le bonheur pour nous Maliens, c'est que la France voit qu'elle est en train de céder les terrains à d'autres puissances au Mali. Puisque quand les Européens avaient partagé l'Afrique dans leur conférence de Berlin, le Mali se retrouvait comme dans les précarés français. Or, nous, aujourd'hui, la posture souverainiste du Mali, nous disons que nous ne sommes pas les précarés d'un État. Pas plus d'un État qui ne vaut même pas la moitié de notre territoire. Et nous sommes une ancienne civilisation plus que la France. Nous fûmes quand beaucoup ne furent pas. Autre chose qu'il faut ajouter, parce que non seulement ces partenaires, ce n'est pas la Russie seulement que la France a peur, mais la Chine. Et de l'autre côté, nous avons aussi même la Turquie qui est membre de l'OTAN. Puisque vous savez, la Turquie et la France au sein de l'OTAN, c'est à peu près des coépouses. C'est des coépouses. Donc là, la France a peur, comme a justifié même auprès des Américains, la perte d'un pays aussi important comme le Mali. Ensuite, ce qu'il faut craindre pour la France, ce n'est pas que la perte du terrain militaire tout de suite, mais c'est les intérêts que la France est en train de perdre tout de suite à court et à moyen terme, notamment les CFA. Pour la France, les autorités maliennes ne se limiteront pas à la simple expulsion des armées françaises et européennes, mais que la posture, en tout cas, la volonté de faire du Mali un État totalement souverain
va pousser les autorités maliennes à mettre dehors tous les instruments que les impérialistes avaient mis sur pied pour toujours spolier les États africains, notamment les CFA. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez que la France gagne plus de 400 milliards d'euros, plus de 100 fois le budget d'un État moyen. Donc, à CFA. Ensuite, comment la France va justifier la perte de tels intérêts? Autre chose, c'est la contagion. Vous voyez, aujourd'hui, la France s'empresse. Et ceux qui ne comprennent pas disent, le Mali doit quitter la CEDEAO tout de suite. Parce que ça va faire du bonheur à la France. Nous quittons la CEDEAO tout de suite. La France va garder la CEDEAO comme un seul bloc pour l'utiliser à ses fins. Mais plus le Mali est dans la CEDEAO aujourd'hui, le Mali dérange. Le Mali est dérange. Il y a le risque de contagion. Déjà, avec cette histoire du Mali, il y a eu plusieurs coups d'État. La Guinée, le Burkina et autres pays vont suivre. Sans doute. C'est une réforme en profonde. Ce n'est pas que la souveraineté du Mali qui est vue du côté de la France comme une menace, mais c'est la souveraineté des États de la CEDEAO. Et par la CEDEAO de l'Union africaine. Comment les Français vont permettre que le Mali retrouve un pays comme l'Éthiopie, comme le Cameroun, un pays, c'est pas comme l'Afrique du Sud, d'autres pays, les pays comme l'Algérie, l'Égypte, au sein de l'Union africaine. Quand nous allons parler d'une même voix, mais c'est les États-Unis d'Afrique. Donc ça fait beaucoup peur de l'autre côté. Autre chose encore qui fait peur beaucoup, ces gens-là. Vous savez, au sein de l'OTAN, en tout cas du bloc impérialiste, ils ont essayé de partager les États tiers du monde. Des États comme le Mali, en tout cas la zone IMOA, et en Afrique centrale, ces États se retrouvent être dans les précarés de la France. Et la France doit rendre régulièrement compte aux États-Unis de cette gestion. Mais aujourd'hui, la France a du mal à accepter ou à pouvoir expliquer aux Américains qu'elle est effectivement en train de perdre le terrain au Mali. C'est pourquoi vous allez constater qu'il n'y a pas longtemps, l'ambassadeur des États-Unis au Mali est venu directement discuter avec les autorités maliennes pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'aménagement au Mali. Puisque là, ils comprennent aussi que les populations maliennes sont en train de vomir l'aménagement. Et dans les années 2016-2017, je me souviens de nos premières manifestations devant l'ambassade de France. Nous avons été appelés par l'ambassade des États-Unis pour nous demander qu'est-ce qui ne va pas avec leurs alliés français au Mali. Ça s'est passé un peu inaperçu. Voici entre autres des enjeux qui sont en jeu et qui, en tout cas, empêchent la France de vouloir se rendre à l'évidence, de comprendre que c'est le peuple malien qui a décidé de leur départ et que les autorités actuelles ne font que se ranger derrière la position du peuple malien et du peuple africain, puisqu'ils suivent les réseaux sociaux qu'ils ont créés. Ils savent que presque tous les Africains, les peuples d'Afrique, se rangent derrière cette position du Mali. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Leur menace, la menace pour eux, ce n'est pas que le Mali, mais cela va au-delà du Mali. Ils risquent de perdre l'UEMOA, de perdre la CEDEAO et même l'Union africaine à ce rythme. Dans 30 ans, l'Afrique ne va plus dépendre de l'Europe ou bien de l'Amérique. C'est un peu ça, c'est la crainte qui est exprimée. Merci. Voilà donc le premier jet de notre cher Issa Diawara. Alors, Jonathan, je vous vois impatient. Permettez aussi que l'on essaye d'équilibrer le temps de parole avec nos téléspectateurs. Ils sont déjà nombreux à vouloir intervenir. Je vois Jean Sakpono et je vois Ken et le Kounoun. Alors, Ken, bonsoir. Bonsoir, frère Bachir Ladan. Bonsoir à tes brillants invités. Merci pour le débat de ce soir. Frère, plus on voit la France à l'œuvre en Afrique, plus on s'interroge, notamment concernant son entêtement à ne pas quitter les pays souverains du continent noir, où elle a pendant longtemps fait son bordel et où elle est radicalement vomi par les peuples souverains d'Afrique, et particulièrement au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, y compris dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Gabon, le Tchad, le Sénégal, entre autres, où seuls les endocolons qui sont encore à la tête de ces pays justifient sa présence en leur sein. La France
ne veut pas partir du Mali parce qu'elle souffre d'une mauvaise addiction. L'addiction suivant laquelle elle s'est habituée à bouffer à outrance et de manière abjecte et éhontée les matières premières dans ce pays où elle s'est agrippée comme une vilaine sangsue. Et puisqu'on parle bien de la France, l'humanité consciente reste témoin de ce que ce pays est une véritable nuisance pour le progrès du continent noir. En cela, son image est souillée depuis longtemps déjà. Voilà, frère, je m'arrête ici, je te rends le micro et je reste à l'écoute pour la suite. Merci. Frères et amis, Ken et le Kounoun depuis le Cameroun. Revenez quand vous voulez, très chers amis. Le standard reste ouvert pour vous. Certainement une autre idée vous passera à la tête. En attendant, allons aux États-Unis d'Amérique. C'est Jean Sakponou qui nous appelle. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Bafi. Bonsoir, For You Media. Oui. Alors, Bassi, je salue vos invités. Et Issa Diawara et puis Jonathan. Je ne sais pas si Henri est déjà là. Et nous les saluons pour le combat, leur courage dans ce combat. C'est très, très important. Alors, Bachi, concernant le sujet, la France refuse de partir du Mali. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan. Nous sommes clairs là-dessus. Babacar l'a dit. Linda Labaoui aussi l'a dit. Les armes que les Américains, les Occidentaux envoient en Ukraine n'arrivent pas à atteindre l'Ukraine avant d'être bombardées parce qu'elles sont détournées pour le combat qui se prépare dans le golfe de Guinée et dans le Sahel contre la Russie, sa présence. Nous devons être clairs là-dessus et nous devons chaque fois répéter cela. Quand on est en guerre, on ne fait pas d'économie d'information. C'est pour cela que les Français ne veulent pas partir. Mais on ne comprend pas. Vous voyez, c'est une injustice. Et que nous dénonçons. Mais, je ne sais pas, on n'a pas la force humaine, mais on a une force divine. Seule. Qui pourra nous aider. Tu viens chez quelqu'un. La personne te dit, va chez toi. Parce que tu te sens plus costaud que cette personne. Mais, ok, il y a une autre personne plus costaud que toi. C'est pour cela que nous profitons de l'occasion pour dire à la France, ressaisis-toi, sinon tu risques d'être complètement érasé sur la terre. Sois-en sûr. Parce que les politiciens français ne comprennent pas ce qu'ils font contre les Africains depuis longtemps. Même s'ils comprennent, ils se sentent à l'aise en faisant le mal contre les Africains tout le temps. En les détruisant, en les tuant, en les utilisant comme mon cher à canon. Vous pensez que cela sera impuni? Vous, les politiciens français, vous invoquez de la braise sur vos peuples, sur votre pays. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tombé sur la tête ou bien quoi? Vous ne pouvez pas manger et être rassasié, au moins penser sur la... Vous voulez toujours continuer par détruire l'Afrique et dire à vos enfants de continuer à détruire. Et vous pensez que ce serait continuel? Vous nous prenez comme des imbéciles ou bien c'est vous qui êtes imbéciles? Je pense que c'est vous qui êtes imbéciles. Parce que vous nous prenez comme, je ne sais pas, parce qu'un imbécile c'est comme ça, un fou c'est comme ça, il voit les autres comme des fous. C'est lui qui est en droit. C'est ce que nous voyons chez vous, les Français, les politiciens français. Non, c'est sérieux. Vous ne pensez pas que ce que vous emmagasinez, le mal que vous emmagasinez sur vous, les malédictions, seront payées. Et vous continuez allègrement à asphyxier les Africains, à pomper leurs richesses, à les humilier, à les tuer. Vous pensez que cela est dans le droit humain? Et vous dites, c'est pas, vous pratiquez le droit humain? Non, ce n'est pas sérieux, vous devez cesser de faire ça, sinon, mais la nature règle le compte. Soyez-en sûrs. Et nous sommes sûrs, ce que vous faites contre l'Afrique, et l'Afrique est debout jusqu'aujourd'hui, ça ne vous fait pas de leçon. Ça doit vous servir de leçon parce que vous complotez contre l'Afrique chaque fois. Pendant le Covid, ce fameux, cet instrument de l'ONU, soi-disant représentant, bien le président de la secrétaire de l'ONU, Guterres, avait dit que les Africains vont mourir en masse. Mais tout est contre l'Afrique. Et cet individu-là vient encore en Afrique. Normalement, il ne devait pas venir en Afrique récemment. Il était venu en Afrique, au Sénégal et puis le Niger.
Et il a dit même que oui, que le terrorisme ne peut pas dans le golfe de Guinée. Il donne le plan. C'est pour cela que la France refuse de partir. Parce qu'ils ont un plan. Et le plan doit être déroulé. Mais où sont nos dirigeants? Les personnes qui sont... Soit ils démissionnent, l'armée prend l'armée prend le devant pour signer les accords avec des partenaires sérieux, capables de nous défendre, comme la Russie qui est là. Mais ça c'est un peu à cacher. Aujourd'hui, c'est facile à dire, non? Parce qu'avant, quand on disait cela, non, la Russie c'est une force de colonisation. Mais aujourd'hui, on voit qu'effectivement, on a besoin de la Russie. Bachir, que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre et on verra la suite. N'oubliez pas que nous intercédons beaucoup et Dieu nous écoute. Vous verrez la suite. Bye. Allez, merci infiniment, très cher Jean Sarponou. Jean, la voix est un peu faible aujourd'hui. J'espère que notre ami Jean va bien, tout comme Peter. Nous en profitons d'ailleurs pour lui souhaiter prompt rétablissement à Peter. Voilà, avant de retourner au standard, je vois Jonathan Batengene. Tout à l'heure, vous vouliez réagir, vous me disiez il y a des points à éclaircir. Tout à fait. Vous parliez de ce que le Mali aurait fait Le Mali ne peut pas tenir son engagement à détruire les avions français. Si jamais. Non, pas que le Mali ne peut pas, je m'interroge, puisque c'est la deuxième fois que je vois bien, le communiqué de l'armée malienne. Oui. C'est bel et bien possible. Oui. Sauf que, et c'est une vérité que l'un de nos téléspectateurs vient de révéler, les armements qui quittent l'Ukraine sont pour la plupart aujourd'hui détournés vers des zones inconnues. Nous pouvons dire qu'avec une certaine marge de certitude ou bien avec une certaine marge d'erreur, ces armements vont se retrouver dans le golfe de Guinée, dans le Sahel et dans certains conflits en Asie. Les États-Unis, il faut le noter, affirment avoir utilisé plus du tiers déjà de leur stock d'armements pour soutenir l'Ukraine. Mais regardez bien, est-ce que la nature du conflit ou bien l'ampleur du conflit côté ukrainien confirme bien cette hypothèse? Je ne pense pas. Les Français vont s'engager à verser 700 millions d'aides militaires d'euros aux Ukrainiens dans les jours à venir. Ça sera du matériel qui sera transféré en Ukraine, officiellement. Les Français ont envoyé des détachements de forces spéciales officiellement pour former des militaires en Ukraine. Il faut noter que les Américains ont recruté, les Ukrainiens ont lancé des campagnes de recrutement de mercenaires en Afrique, en Afrique et dans le Moyen-Orient. Les combattants qui se sont retrouvés en Libye, c'était les qui, Bachir? C'était les combattants du Moyen-Orient et certains du Sahel. C'est le même scénario qui est en train de se préparer pour les pays d'Afrique et beaucoup de pays Moyen-Orient en Asie. Des conflits mineurs vont devenir le théâtre d'expression parce que je crois, finalement, et ça c'est ce que je peux partager actuellement, je crois que la Troisième Guerre mondiale est lancée. Mais comme elle se déroule déjà en Ukraine, parce que beaucoup de gens se disent, non, ce n'est qu'une guerre, une opération militaire en Ukraine, oui, mais c'est déjà la matérialisation de ce qu'est la Troisième Guerre mondiale. Elle se fait actuellement à une échelle où les acteurs de l'OTAN testent les résistances de la Russie. Puisqu'il y a un échec qui se dessine déjà sur les frontières de la Russie, l'OTAN va déporter ces conflits sur les territoires où la Russie a commencé son expansion, du moins dans leur lecture. Oui. Et c'est véritablement intéressant parce que comment l'OTAN fait ses guerres? L'OTAN organise des coalitions de minimum 11 pays pour attaquer un seul pays. Dans le cas des différents pays qui sont actuellement la cible de l'OTAN, ça sera 11 pays, mais il y a déjà un front qui se dessine au niveau du Mali, avec la formation de Takuba et le repli de Barkhane sur le territoire du Niger, la demande
de densifier l'armement de l'armée du Niger, ces éléments montrent qu'il y a un front qui est en préparation sur ce flanc-là au Mali, le flanc nord du Mali. Le Mali doit veiller. Le Mali doit travailler de concert sa coordination avec l'Algérie. Parce que cette coalition de l'OTAN-là, il faudra qu'elle croise une coalition encore plus forte avec les Algériens, les Russes et les Chinois et les Iraniens, qui saura faire contrepoids et repousser ces forces malfaisantes qui sont actuellement en train de se constituer. Le même front risque de se constituer au niveau du Boko Haram parce que le Niger devenant la base arrière de l'OTAN, ça sera la zone de projection vers le golfe de Guinée. Il faut donc que dans les deux sous-régions, dans les deux zones, il y ait un œil plus attentif sur la façon dont ces forces malfaisantes et malfaitrices se retrouvent concentrées désormais au Niger. Le Niger est à cheval entre le Boko Haram et les terroristes du Sahel. Le repli sur le Niger n'est qu'un repli stratégique pour décupler les forces des terroristes, acculer les pays qui seront frappés par les terroristes du point de vue économique, comme ça s'est fait en Russie, du point de vue politique, comme ça s'est fait en Russie, et du point de vue militaire. L'attrition qu'ils vont porter aux forces militaires de ces pays sera telle que nous allons effectivement ressentir qu'il ne s'agit plus d'un conflit porté par les terroristes, mais d'un conflit qui est porté par ces puissances de l'OTAN. La France est dans une posture guerrière, Bachir. Si, hier, on m'aurait posé la question, est-ce que le Mali peut avoir peur de détruire un avion français? 2012, j'aurais pu dire oui. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Avec ce qui est en train de se faire, je vous réponds sans embâche que oui, le Mali peut le faire et le Mali a les capacités de le faire. Très bien. Voyons si c'est ce que pense également notre cher Issa Diawara. Issa, le Mali est-il prêt en cas d'éventuelle agression? Alors j'allais dire pourquoi les militaires au Mali aujourd'hui durcissent vraiment le ton contre la France dans ce bras de fer contre Paris. Est-ce qu'à côté, on ne pourrait pas trouver la mainmise de Moscou qui jouerait, je ne sais pas moi, un rôle en coulisses? Ok. Je vais vous dire que vous allez constater, beaucoup ont constaté avec moi, que l'armée, les FAMA, les forces armées maliennes, sont en train de se doter non seulement des radars de dernière génération, des hélicos de combat, des avions de combat qui vont arriver bientôt, surtout des missiles pour le moment de courte et de moyenne portée. Donc bientôt, sachez qu'il y a l'Iran aussi qui est en coopération. Donc il ne faut pas exclure que le Mali va se doter bientôt de missiles de longue portée. C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure dans un avenir, en tout cas proche. D'ici 5 ans, c'est une possibilité. Donc, ces équipements, de tels équipements ne sont pas uniquement destinés aux terroristes. Et ça, la France le sait, la France a compris cela. Donc, si vous avez un État africain qui se dote des radars de dernière génération, des avions de combat de dernière génération et des missiles qui peuvent frapper à des milliers de kilomètres, mais visiblement, le Mali se prépare à une guerre rapide. N'oubliez pas que la France essaie d'utiliser des pays africains frontaliers du Mali, où il y a une course, la France est en train de les armer maintenant rapidement. Mais Dieu faisant les choses, la France n'a pas les moyens. La France ne peut compter que sur les États-Unis. La France ne va les doter que des équipements vétus d'un temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc sur le terrain, hors de l'autre côté, les équipements dont le Mali bénéficie, ce sont des équipements de dernière génération. La France survolait, pourquoi la France survolait les positions des FAMA ici? C'était pour donner des renseignements aux forces suisses. N'oubliez pas qu'il n'y aurait jamais eu la triple attaque que le Mali a contenue et que le Mali a repoussée avec énergie. Il n'y aurait jamais eu cette triple attaque si les avions Mirage de la France n'avaient pas survolé les positions
des FAMA. Les positions, en tout cas la zone de no-fly, la zone d'exclusion aérienne que le Mali a mise en place. Mais s'il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas cette triple attaque. Et n'oubliez pas, la dernière fois, la grande opération que les FAMA ont menée la dernière fois, c'est à 0 pas de Mondoro. Mondoro, c'est à moins 20 km des frontières du Burkina, où la France a une force spéciale qu'on appelle l'opération Sabre. Donc, c'est non loin de Mondoro qui a été attaqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la France ne parvient plus à prendre ses camps militaires. Donc, c'était dans la localité de Yirma, qui doit être à moins de 23 km de Mondoro. Et lors de cette opération de FAMA, un drone a été abattu, un drone de terroristes. Donc, comprenez que plus les FAMA montent en puissance, plus la France est en train de moderniser aussi l'équipement des terroristes. Donc, c'est directement, vous savez, la guerre entre le Mali et la France a commencé. C'est un peu la troisième guerre mondiale à laquelle nous assistons à l'Ukraine, où vous avez la Russie qui affronte les 40 États. Tous les États ont leur puissance armée là-bas, la Géorgie, l'Angleterre, et la France, les Allemands, tout le monde a ses hommes là-bas déguisés. Les bataillons Azov, on sait que ce sont des mercenaires étrangers. C'est un peu ce qui se passe au Mali. Au Mali, vous avez beaucoup de groupes terroristes. La fois passée dans un communiqué. Issa Diawara. La fois passée, je termine cette partie, pardonnez. La fois passée dans un communiqué, on dit que nous avons arrêté. Les femmes ont interpellé un terroriste qui parlait la langue Zerma. Et on sait que ça, ce n'est pas une langue du Mali. Ça, c'est vers le Niger. Donc, comprenez qu'il y a beaucoup de forces qui essaient aujourd'hui d'attaquer le Mali. C'est de façon déguisée. C'est la France qui est derrière. C'est elle qui fournit les renseignements. Et nous savons que même dans certaines opérations, il y a des terroristes de nationalité française qui sont en train d'être capturés ou qui sont en train d'être neutralisés. Ça, c'est des informations vraies que je vous donne du Mali. Et ce ne sont pas des informations qui sont cachées ici. Le Malien lambda a accès à de telles informations. Merci. Alors Issa, je reste un tout petit peu avec vous. Est-ce que on est obligé quand même d'en arriver à une confrontation militaire? Est-ce qu'il n'y a pas des canaux diplomatiques qui pourraient résoudre le différend aujourd'hui entre le Mali et la France? Mais c'est ce que les ministres des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avaient rappelé à la France avant que France 24 et RFI ne soient expulsés du Mali, ne soient chassés du Mali. Dans cette interview qu'il a accordée à des journalistes de RFI et de France 24, il a dit à la France de sortir d'une certaine posture et que la France vienne qu'on discute d'État à État. C'est la France qui est en train de rompre, en tout cas qui est en train de piétiner tout ce que nous avons comme canaux diplomatiques. C'est la France qui est en train de mettre ça à terre. C'est pourquoi Abdoulaye Diop, son Excellence avait dit que lui, il est même surpris de voir un diplomate de Trump, de M. Le Drian, se remettre à des injonctions, à des injures, à des insultes, à des diffamations. C'est surprenant de la part. C'est la France qui est en train de piétiner tous les canaux diplomatiques. Mais nous avons compris que la France ne comprend peut-être que le langage de la force. C'est pourquoi nous allons nous armer. Le Mali va continuer à s'armer. Et nous, Maliens, nous sommes prêts, nous avons renoncé. Moi, je suis des syndicats, des grands syndicats du Mali. Dès qu'il y a eu les sanctions de la CEDEAO, nous avons volontiers renoncé à toutes les revendications. Nous avons renoncé à tout pour faire face à l'essentiel. Et aujourd'hui, le Mali met tout en œuvre pour s'armer davantage et de façon très, très rapide. Nous allons commander les drones Baïkatar TBD de la Turquie. Il y a d'autres équipements qui vont arriver. Les Iraniens vont arriver avec des missiles. Nous pensons que la France ne va accepter de discuter avec nous d'État à État que quand nous allons atteindre un certain niveau de dissuasion. Tant que cela n'est pas le cas, tant que la France ne nous verra pas avec suffisamment d'avions de combat, de drones, tant que la France ne comprendra pas que nous sommes en mesure d'abattre 30, 60 avions de combat de la France, nous sommes en mesure d'aller éliminer ces bases dans la sous-région, la France ne nous prendra pas au sérieux. C'est maintenant que la France est en train de nous prendre au sérieux. Et vous voyez que RFI et autres disent qu'ils sont sur le point de discuter avec le Mali. La France, je crois, petit à petit, ils vont exploiter les canaux diplomatiques, mais il faut les contraindre à aller dans ce sens. Ce n'est pas avec des discours.
il faut poser des actions, il faut poser des actes. Il faut que la France se sente en réalité menacée, non seulement au Mali, mais au-delà du Mali, que nous pouvons fédérer beaucoup d'États autour du Mali et que, à cause de la France, et ces blocs impérialistes risquent de perdre toutes leurs emprises, non seulement en Afrique, mais dans le monde. C'est ce qui est en jeu. C'est cette force dissuasive que nous devons mettre en avant pour en ce moment exploiter les canaux diplomatiques. Sans ces moyens, sans cette force, sans des mesures dissuasives appropriées, la France ne nous prendra pas au sérieux. Elle restera nostalgique de l'école coloniale. Parce que n'oubliez pas, comment la France s'est enrichie, comment le bloc impérialiste s'est enrichi, c'est parce qu'ils ont esclavagisé d'autres peuples. C'est parce qu'ils ont colonisé d'autres peuples. C'est parce qu'ils ont vendu des humains. Et c'est de telles pratiques qu'ils veulent continuer à garder, à mettre en place. Et nous disons que ça suffit. Il y a d'autres États européens, notamment l'Allemagne par exemple, qui n'a pas beaucoup de colonies en Afrique, mais qui pourtant est la première puissance économique d'Europe. Pourquoi les Français ne vont pas sortir du fainéantisme et accepter de négocier d'État à État avec le Mali qui est aujourd'hui une puissance émergente? Nous pensons comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme les États-Unis eux-mêmes, comme la Russie, qu'un État ne se fait respecter que quand il a des moyens de dissuasion très solides. Et c'est ce que le Mali essaie de mettre en place. Et je pense que cela va continuer. Merci. Un État ne peut se faire respecter que quand il a des moyens dissuasifs. Merci en tout cas Issa Diawara. Je reviens à vous pour un autre tour. Pendant ce temps, Lamine Diop nous appelle depuis Genève en Suisse. Lamine Diop, bonsoir. Alors, des petits grisaillements, j'espère que ça va s'arranger. Eh bien, c'est bon, mais dit-on. Lamine, si vous nous recevez, vous avez la parole. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Foyou ainsi que votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des deux panélistes participants à cette thématique, M. Diawara et M. Batengene, je crois qu'ils sont que deux aujourd'hui. L'interrogation thématique est pourquoi la France, sous faux drapeau Barkhane ou Takuba entre autres, refuse de partir du Mali. Disons que, mon cher Bachir et mes chers panélistes, l'objectif stratégique officiel de la France et ses chefs demeure inchangé. C'est-à-dire, en clair, détruire les capacités offensives de l'armée malienne face à l'insécurité nationale sous fausse bannière terroriste, afin qu'il ne soit plus capable de refuser les accords militaires ou aides militaires que la France lui propose. Tristement constaté, la France et ses chefs n'acceptent aucune concurrence. Cela fait des années qu'ils sont constants dans cet objectif en Afrique noire. Ainsi, ils comptent rester territorialement et faire durer éternellement l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes au Mali pour provoquer l'attrition des forces maliennes et russes jusqu'à ce qu'elles soient usées jusqu'à la corde. Mais il va de soi que l'état-major malien ainsi que les Russes sur place en ont conscience depuis avant même la prise de décision de l'état malien à rompre les coopérations militaires, les liens avec la France. Donc pour le débat, je suggère de s'inspirer de la méthode de Damas contre ce type de stratégie franco-occidentale qui veut user militairement l'état-major des armées maliennes, car cette méthode a fait ses preuves. Les Syriens ont été très bons et sur cette partie, ils gagnent à être observés. Cela passe par un transfert par l'Occident dans un territoire éloigné et désertique où ils sont plus facilement contrôlés et moins gênants. Alors, il convient de réfléchir à l'avance des limites de ces territoires pour qu'ils ne menacent pas d'endroits stratégiques. Bref, comme depuis son arrivée au pouvoir, la question très intéressante est de savoir ce que l'état-major des armées maliennes, en coopération avec l'état-major russe, ont prévu comme scénario original face à l'entêtement belliqueux stratégique français. Et on finira par le savoir. Mais il n'empêche que la raison de cet entêtement français reste aussi foncièrement économique. Car comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la 4e grande révolution de l'histoire de l'humanité qui sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle et des nanotechnologies. En conséquence, le nanomonde exige beaucoup de terres rares. Et devinez quoi, une étude commandée par un cercle lobbyiste politico-financier américain en 2020 a démontré techniquement une zone triangulaire entre le sud-est de la Mauritanie, le nord-est du Sénégal et le nord-ouest du Mali,
détenant ainsi une immense mine à ciel ouvert de plusieurs sortes de terres rares. Ensuite, la même étude a classé une autre zone en Afrique, en Mozambique et en Tanzanie, comme étant la plus grande zone de terres rares en Afrique, ainsi que le Gabon, etc. etc. Pour la France, l'occasion est belle que cela soit sous sa juridiction politique. Mais bon, je n'irai pas dans les détails, mon cher Bachir et mes chers panélistes, car ce n'est pas la thématique du jour. Donc, affaire à suivre sur le plan économique aussi. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Merci très cher Lamine Diop pour la contribution depuis Genève en Suisse. Lamine qui me fait savoir qu'il voudrait rajouter quelque chose. On y reviendra, Lamine. Le temps de revenir vers notre cher Jonathan Batengene. Jonathan, est-ce qu'on peut voir la main de Moscou dans cette confiance qui se dégage au niveau des autorités maliennes? Non, non. Faut pas de Moscou? Non. Alors? Les autorités maliennes jouent leur partition de manière excellente, Bachir. Habituons-nous à ça. Le Mali n'est pas excellent à cause de la Russie. Oui. Le Mali est excellent parce que les autorités à la tête de ce pays sont actuellement les autorités qui mènent le combat qu'il faut et ont pris la mesure des choses. Tout à fait d'accord. Ils posent les actes simplement tels qu'il faut les poser et chaque fois, ils n'hésitent pas à prendre des décisions courageuses quand elles s'imposent. C'est ce qui rend ce combat au niveau international encore plus intéressant à regarder. Oui. Les Maliens ne sont pas dans une sorte de danse on avance et on recule. Ils sont dans un cap qu'ils ont trouvé et ils préfèrent avancer courageusement sans prêter flanc ni à la colère, ni aux invectives, mais plutôt avec calme et sérénité. Ils nous proposent le meilleur schéma de décolonisation. Et ça veut dire qu'ils prennent aussi en considération le fait que le camp d'en face est aussi en train de développer d'autres stratégies. Non, le camp d'en face est dépassé, Bachir. En face, ils sont dépassés. Vous semblez minimiser l'adversaire, très cher Jonathan. Personne, je crois que la France est une puissance à tous les niveaux. Oui. J'ai souvent fait cas de ce que la France était une puissance diplomatique, une puissance militaire, une puissance militaire régionale, une puissance diplomatique mondiale, une puissance culturelle mondiale, une puissance politique mondiale, mais un nain géopolitique du point de vue de la stratégie, la compréhension de la stratégie. Donc, la France, cette fois-ci, ses lacunes s'affichent en mondovision. Je ne suis pas le premier à le dire. Lisez Dominique de Villepin, vous verrez que dans son ouvrage qu'il consacre à la diplomatie française, il dit bien que cette diplomatie a parfois développé les meilleures stratégies pour parvenir à des résultats, mais il n'y a pas de courage à l'Élysée pour porter cette diplomatie au triomphe. Donc, conséquence, la France n'arrive pas à aller au bout de ses ambitions. La France est donc une puissance qui hésite et qui ne réussit pas à concrétiser son rêve. En face, c'est simplement la débandade après plusieurs années d'hésitation. La France ne peut plus proposer aux Africains quelque chose. Parce que dès lors que la France s'est laissée assujettir aux États-Unis, la France a perdu son indépendance et son autonomie d'action. Oui. La France, maintenant, est un pays agi de l'extérieur par les capitalistes états-uniens. Vous savez, j'ai fait une recherche l'autre jour. Vous savez au profit de quoi on est en train de couper l'Europe du gaz russe? Le gaz de schiste. Vous savez qui contrôle Chesapeake? La société. Il faut que les téléspectateurs qui nous écoutent essayent de faire une petite recherche sur Chesapeake. 2 grandes sociétés, 2 fonds d'investissement dangereux, alors là, les plus toxiques des fonds d'investissement dans le monde, Vanguard, BlackRock. Voilà les gens qui manipulent dans la guerre en Ukraine, qui manipulent le système de sanctions, qui est officiellement porté par des hommes comme Emmanuel Macron, devenu le Zorro d'opérette. Voilà la situation actuelle. Donc, quand nous disons que la France s'est dépassée, c'est justement parce que les mécanismes de réflexion sur la France-Afrique sont des mécanismes obsolètes, utilisés avec récurrence chaque fois qu'une question problématique se pose. Et en face, on a des gens qui ont actualisé leurs méthodes, actualisé leurs techniques, actualisé leurs stratégies, qui viennent avec de nouveaux mouvements
Ils sont un peu là, comme avec les Iskander, les missiles hypersoniques russes. Donc, ils ont dépassé carrément les schèmes de réflexion de la diplomatie française. On n'a pas affaire avec des Maliens qui sont bons à cause de la Russie. On a affaire avec des Maliens. Et qui ça, ont une certaine vision je peux vous garantir, Bachir, que cette posture du gouvernement malien, vous l'avez dans 99% des pays africains aujourd'hui. Les pays africains ont actualisé leur coopération avec la France et c'est simplement la France qui est dépassée et débordée par la modernité des méthodes. Merci très cher Jonathan Batengene et Karine Kwame de nous dire que quand tu découvres ton sorcier, la magie n'opère plus. Merci Karine de nous faire signe, ma chère Kwame. Nous allons refaire un tour au téléphone avant de revenir vous donner la parole, messieurs. Ce sera pour 1 minute chacun et on referme l'édition. Alors Zerfel, il nous appelle depuis l'Allemagne. Zerfel, bonsoir cher ami. Bonsoir à tous les techniciens. Moi, je suis surpris que les Français, quelqu'un qui est dans le pays de quelqu'un, il te dit de partir et tu t'imposes à lui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'attitude des Français aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vis-à-vis des choses de nos frères maliens. Alors moi, je demande aux Maliens, je n'aime pas baisser les bras devant ces gars-là, de tout faire pour que ces gars prient leurs bagages pour quitter chez vous. Et puis, moi, un appel à tous les Maliens. Vous qui êtes là aujourd'hui, les gens sont en train de lutter pour que vous ayez la paix. Mais n'essayez pas de mordre à la maison des biais des biais, comment dirais-je, maudits, hein, de CFA, pour faire du mal à votre chose, comment dirais-je, à vos citoyens. Parce que l'Africain, il est prêt toujours à céder pour un rien, pour céder pour un rien. Alors moi je demande à ce disant opposant aujourd'hui au Mali, c'est à vous que je m'adresse. Alors faites très attention. Le combat que les gens mènent aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, ni pour aujourd'hui, mais c'est un combat de demain. Pour que vos enfants, vos arrière-enfants, puissent profiter de ce qui est dans le sous-sol du Mali. Alors donc, méfiez-vous ce que les Français vont vous proposer. Parce que celui qu'on va découvrir, on va décimer jusqu'à sa dernière génération. Ça, on ne va pas pardonner maintenant. Parce que le temps est arrivé où on ne doit plus pardonner aux hypocrites africains qui vont tenter de se mettre avec des Occidentaux et les Européens pour faire du mal aux Africains. Alors, les Maliens, mes frères, tenez bon et chassez. Et d'abord, fermez l'ambassade de la France. Ceux qui sont restés là, ils n'ont qu'à partir. Que l'ambassade doit être fermée complètement. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à l'ambassade. Parce que ce sont eux qui sont là toujours en train de tisser, disons, la merde aujourd'hui. Comment on te dit de partir et puis tu te poses. Tu es dans un pays ou tu es dans un quartier de la France. Vraiment. Moi, je pense que tous les Africains doivent écouter, voir ce qui se passe aujourd'hui avec ces Français-là. Je m'arrête là. Merci. Allez, merci à vous, très cher Zerfel, depuis l'Allemagne. Alors, on va donner 1 minute seulement à Lamine Diop qui voulait ajouter quelque chose. Lamine Diop, si vous êtes prêt, donc vous avez la parole, on y va et on reviendra conclure avec nos 2 invités. Bonsoir mon cher Bachir, je voudrais juste ajouter cette nouvelle information qui vient de tomber aujourd'hui. Je pense que tu dois être au courant concernant cette histoire d'alternative au gaz russe dans un contexte géopolitique, c'est que les Européens ont essayé de demander les Nigériens de mettre en place un nouveau gazoduc. Il me semble on en avait parlé un jour sur un de tes plateaux. Il s'avère qu'aujourd'hui, le ministre nigérian de l'énergie, Chief Tuper Silva, a déclaré que les représentants russes avaient manifesté un intérêt pour investir dans le projet de gazoduc qui reliera le Nigeria et le Maroc à l'Europe. Un projet européen. Mais voyez bien que la Russie essaie d'anticiper, parce que la Russie bloque toute alternative au gaz russe. Néanmoins, que le Nigeria ne représente que 3% des réserves mondiales de gaz, selon l'OPEP.
Donc je ne pense pas que c'est une vraie alternative au gaz russe concernant l'Union européenne. Donc c'est un projet qui aura lieu en 2023 et que ce sera le gazoduc le plus long au monde. Voilà, je vais juste ajouter ça. Et merci une fois de plus, bonne fin de mission. Et merci à vous également, Lamine. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Issa Diawara, je voudrais commencer par vous. On a 1 minute ensemble. Alors, on résume ce qui se passe. Paris estime tout simplement avoir au moins 6 mois pour mener son désengagement à terme et à sa manière. Et Bamako affirme que la fin des 2 accords qui encadrent le déploiement de Barkhane et de Takuba est à effet immédiat. Jusqu'où ira ce bras de fer? Issa Diawara. Tous les prétextes sont bons pour ne pas partir. Oui. La France ne veut pas partir, tout simplement. C'est pourquoi elle est en train de traîner les pas. Comprenez que pour partir du Mali, la France n'a nullement besoin de 6 mois, voire de 10 mois, parce que ça fait un moment. C'est depuis presque février que la France est expulsée du Mali. Mais la France est en train de traîner les pas. La France part jusqu'à du mois de septembre. C'est vouloir créer un incident avant de partir. Donc, trouver une explication pour justifier une intervention quelconque contre le Mali. Donc, c'est là que la France est en train de se mettre en danger. Parce qu'elle se détrompe. Ce n'est pas le même Mali qu'elle a connu autrefois. Et si j'ai bonne mémoire, elle a échoué dans tous ces théâtres d'opération extérieure. En Algérie, elle avait échoué. Au Vietnam, qui est son ancienne colonie, la France a échoué. Partout, la France a intervenu, c'est un échec. Donc, ce n'est pas au Mali qu'elle va commencer à marquer des pas. Donc, elle se détrompe. Je pense que le mieux pour la France, c'est de plier le bagage et de partir tout bonnement. Sinon, nous-mêmes, jeunesse du Mali, au moment venu, nous pouvons nous décider et nous partirons à main nue, prendre les bagages de la France et les accompagner jusqu'à la frontière du Mali. Merci. Merci en tout cas, Issa Diawara, que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Donc, nos téléspectateurs commencent à s'habituer à la pointe de votre analyse. Jonathan Batengene, en 30 secondes, comment on referme cette édition? Le Mali vient de jouer encore une partition excellente, agréable aux oreilles de tous les panafricanistes. Le combat est en train d'être mené. Il y a des victoires qui sont en cours. C'est des victoires pour des batailles. Ce n'est pas encore la guerre qui est gagnée. Il faut que les Maliens restent vigilants. La France va désormais encore utiliser ses barbouzes pour essayer de mettre un terme à cette situation ou bien de l'interrompre. Il faut que les Maliens restent vigilants, que la sécurité au Mali devienne le maître mot pour les autorités. Et les leaders de la société civile, nous leur faisons un appel. Mobiliser, comme le disait tout à l'heure notre frère Issa Diawara, mobiliser un important dispositif populaire et aller fermer la base de Gao. Très bien. Merci à Jonathan Batengene qui a lancé cet appel. Issa Diawara, merci à vous. Un grand merci à Amina Fofana pour la collaboration. Amina Fofana, qu'on retrouvera elle également dans nos prochaines éditions sur les antennes de Foyo Média. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés dans la préparation et la production de cette autre édition. On fait un clin d'œil aux partenaires et on se retrouve demain à la même heure pour le même programme, Inch'Allah. Spécial pèlerinage organisé par Elite Voyage, votre agence de voyage agréée en organisation d'expéditions de groupe, passionnés du Christ, amoureux de nouvelles découvertes, congrégations religieuses ou groupes chrétiens. Saisissez cette occasion spéciale pour marcher sur les pas de Jésus-Christ en Israël et de Moïse en Égypte. 2 pays mythiques, des hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Du 5 au 15 juillet 2022, participez au voyage d'Israël et de l'Égypte. Visitez les lieux uniques au monde tels que Bethléem, le mont des Oliviers, Golgotha, la piscine de Bethesda, Nazareth, Jérusalem, Canaan, le mur des Lamentations, Sodome et Gomorrhe et bien d'autres sites en Israël. En Égypte, le mont Sina, la mer Rouge, le village qui a accueilli la famille sainte. À 2 300 000 francs CFA, ce montant vous donne droit aux 2 visas Israël et Égypte, l'hébergement en Israël dans des hôtels 4 étoiles, en Égypte dans un hôtel 5 étoiles au bord du Nil, 3 repas par jour, visite guidée et transport dans tous les sites. Inscrivez-vous dès maintenant à une agence Elite Voyage de Douala.
à Bali, face SGC et Bisec, ou de Yaoundé à Vieux-Panier, en appelant aussi le numéro ci-dessous. À tous les pèlerins, soyez tous bénis.